Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Je suis Alain Berada, conseiller en relations publiques et j'aurai le plaisir d'être votre hôte pour les prochaines 60 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler donc du contexte de la santé mentale numérique au Canada en 2025 et pour cela, nous allons accueillir Monsieur Louis Moubarak qui est gestionnaire principal des affaires extérieures et des relations avec la francophonie de la Commission de la santé mentale du Canada. Bonjour Louis, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Bonjour et merci de m'avoir. D'accord. Donc, avant de commencer, nous allons donc faire un petit retour sur la Société Santé en français et ses activités. Donc, la SSF, comme on l'appelle entre nous, est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, la Société Santé en français tient à reconnaître que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ces webinaires est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données provantes et de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc, je reviens à notre invité du jour, donc, qui est M. Wim Moubarak, qui est gestionnaire principal des affaires extérieures et relations avec la francophonie à la Commission de la santé mentale du Canada. Donc, notre invité a un parcours assez riche. Donc, il nous convient quand même de nous arrêter un petit peu sur ce parcours très intéressant. Donc, Louis est accrédité en relations publiques et titulaire d'un MBA en gestion avancée de l'Université McGill et qui possède près de 30 ans d'expérience en gestion, affaires gouvernementales et relations communautaires, aussi bien au Canada qu'à l'international. Il a mené plusieurs campagnes de plaidoyer qui ont été très médiatisées, notamment en 2007 à l'ONU à New York pour l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pour les rescapés du génocide au Rwanda et également pour la libération d'Aung San Suu Kyi de l'emprise de la junte militaire en Birmanie. Lui a occupé des postes de direction au Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, à Relations publiques sans frontières et à Jeunesse Canada Monde. Avant de rejoindre la Commission de la santé mentale du Canada, en tant que gestionnaire principal affaires extérieures, il a occupé le poste de directeur de la philanthropie et des partenariats à la Société Alzheimer à Montréal. Il a également suivi des formations avancées en rétablissement, en réduction de la stigma, en prévention du suicide, en premiers soins en santé mentale, ainsi qu'en santé et sécurité psychologique en milieu du travail. Louis, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup. Ah non, non, c'est pas mal ça. Parfait. Donc, juste quelques petits rappels de logistique avant d'aller plus loin. Donc, nos participants peuvent échanger avec nous à tout moment. Ça peut être par écrit dans la boîte chat ou la boîte Q&A qui est au bas de votre écran. Il y aura un sondage interactif qui sera lancé aussi en cours de webinaire. Et donc, à la fin de la présentation de Louis, il y aura une période donc, de questions-réponses. Vous pourrez participer par écrit et même oralement. Vous n'avez qu'à lever la main et on activera votre micro pour vous permettre de prendre la parole. Et enfin, un petit rappel comme quoi donc, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible d'ici 10 à 15 jours sur le site de la Société Santé en français. J'arrête là mon partage et je laisse donc la parole à notre cher Louis. Merci beaucoup. Bienvenue. Je vais essayer d'aller un peu lentement. J'ai beaucoup de contenu à vous offrir, mais j'aimerais aussi vous entendre. Donc, je vais laisser beaucoup de place à une période de questions. Donc, on est là pour le contexte de la santé mentale numérique au Canada, qui est caractérisé par une adoption accélérée des initiatives stratégiques et un accent sur l'accès, l'efficacité et la sécurité des outils. Donc, nous sommes en 2026. Le constat est clair, la demande en santé mentale dépasse toujours l'offre traditionnelle. La pandémie a non seulement exposé, mais amplifié, comme vous le savez, les lacunes de notre système de santé mentale. Et la demande est forte, les listes d'attente sont longues, l'urgence de trouver des solutions à l'échelle est palpable. Heureusement, la technologie offre un levier puissant pour combler ce fossé.
C'est la solution actuelle pour l'équité et l'accès. Elle permet de franchir les barrières géographiques et temporelles. Notre rôle à la Commission de la santé mentale du Canada est de transformer cette opportunité en une réalité structurée et éthique, juste et efficace, et accessible à l'ensemble de la population. La stratégie de cybersanté mentale que nous avons lancée fin 2024 est notre feuille de route. Donc, ce que je vous propose, c'est de plonger au cœur de cette stratégie. Donc, au cours des prochaines minutes, nous allons explorer trois domaines fondamentaux. Les 6 piliers fondamentaux qui guident notre action, les recommandations concrètes pour surmonter les obstacles systémiques et l'importance cruciale des principes IDEA et de l'interopérabilité des données. Euh, je veux juste voir ma prochaine. Voilà, oui, super. Donc, ce qu'on va discuter d'abord, c'est l'amélioration de la perception et de la sensibilisation. Nous devons plutôt combattre la perception selon laquelle la cybersanté mentale est un pis-aller. Les données montrent que les solutions numériques peuvent être aussi efficaces que les traitements en personne et souvent plus rapides. Ensuite, mettre en place des ressources d'évaluation de l'efficacité. Donc, chaque solution numérique doit faire l'objet d'une évaluation rigoureuse et fondée sur des données probantes. Nous ne pouvons pas recommander des outils sans preuve de leur efficacité clinique. Et le troisième palier vise à examiner la qualité, la vie privée et la sécurité des données. C'est notre devoir premier. La confiance dans la cybersanté mentale repose sur la certitude que les données personnelles de santé sont traitées selon les normes les plus strictes. Nous avons élaboré un cadre d'évaluation des applications de santé mentale pour guider cette démarche. Le quatrième pilier convoite à éliminer les obstacles à l'adoption. Donc, nous parlons ici de l'accès à la technologie, à la bande passante, à des difficultés d'intégration dans les flux de travail existants des cliniciens. Et le cinquième pilier s'intéresse à intégrer les principes IDEA. Donc l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité ne sont pas des ajouts facultatifs, mais des exigences fondamentales dès la conception. J'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Et en sixième lieu, il s'agit d'intégrer la cybersanté mentale dans les soins coordonnés. Donc la cybersanté mentale doit faire partie intégrante du système, notamment via le modèle de soins par palier, pour garantir un parcours de soins fluide, adapté aux besoins de l'individu et centré sur la personne. Euh, on va aller pour juste voir où est-ce que je suis rendu. Oui, c'est bon. Donc surmonter les obstacles systémiques. Euh, L'adoption donc de cybersanté mentale se heurte à des obstacles majeurs, mais les travaux qui ont été menés euh, proposent des recommandations concrètes pour les adresser. Nous allons nous concentrer principalement sur les professionnels et la qualité des solutions. Donc, première recommandation, mettre l'accent sur la formation et la qualité, notamment la formation et compétences des professionnels. La réticence ou le manque de confiance des cliniciens est un obstacle majeur, il faut le dire.
La recommandation clé est de développer et intégrer des compétences en cybersanté mentale dans les programmes de formation initiale et continue. Une personne professionnelle doit savoir quand et comment intégrer un outil numérique, évaluer son efficacité et assurer une prise en charge éthique. On va continuer avec la qualité des solutions numériques. Donc, je commencerai plutôt par dire, comme vous le savez, le marché est saturé d'applications mobiles. Comment s'y retrouver et garantir l'efficacité et la sécurité? La recommandation clé est d'établir une plateforme nationale à l'image de l'initiative Head to Health en Australie pour recenser et recommander des solutions de cybersanté mentale de qualité, sécuritaires et efficaces, évaluées selon notre cadre probant développé avec euh, le soutien de Santé Canada et de l'ARCA qui est Organization for the Review of Health and Care Apps. Notamment des critères répartis sur 7 normes, données et la protection de la vie privée, preuves cliniques, contexte clinique d'innocuité, convivialité et accessibilité, sécurité culturelle, responsabilité sociale et équité, ainsi que la souveraineté des données accrue. Il est donc essentiel que le public et les professionnels aient accès à un guichet unique de ressources fiables. Revenons donc à l'IDEA et l'interopérabilité des données. Donc, le rôle crucial de l'IDEA et de l'interopérabilité, c'est le déploiement juste et efficace qui dépend de 2 principes techniques et éthiques fondamentaux. Les principes IDEA, donc inclusion, diversité, équité et accessibilité, que j'ai groupés en diade. Donc d'abord inclusion et accessibilité, puisque les solutions doivent être conçues pour éliminer les barrières d'accès, qu'elles soient linguistiques, géographiques ou liées au handicap. Cela signifie s'assurer de la disponibilité de la bande passante dans les régions éloignées et offrir des contenus adaptés culturellement, notamment pour les communautés autochtones. Ensuite, diversité et équité, parce que nous devons veiller à ce que les algorithmes et les contenus ne perpétuent pas les biais systémiques. La conception doit être axée sur la personne et inclure dès le départ les voix des communautés marginalisées et le savoir expérientiel pour garantir une pertinence culturelle et clinique. Pour ce qui est de l'interopérabilité des données, ce qui veut dire la capacité des systèmes informatiques à communiquer et à échanger des données de manière facile, complète et sécurisée, nous avons constaté que pour un parcours de soins fluide, les données de santé mentale recueillies via une application ou une séance de télésanté doivent pouvoir être partagées en toute sécurité avec le médecin de famille ou la personne spécialiste, tout en respectant la propriété des données personnelles du patient. Donc, l'Institut canadien d'information sur la santé travaille activement sur une norme canadienne de contenu des données sur la santé qui inclut de plus en plus d'éléments liés à la santé mentale. Il serait donc indispensable de recommander une amélioration de l'interopérabilité des données de santé mentale pour garantir des soins intégrés et continus, passant du virtuel au présentiel sans rupture. Voilà. Donc, quelques appels à l'action. Euh,
La cybersanté mentale, n'est plus une simple option, mais une nécessité stratégique. C'est le moyen le plus puissant dont nous disposons pour combler le fossé et l'accès aux soins. En adoptant donc les 6 piliers que je vous ai partagés, en investissant dans la formation et la qualité des solutions, et en intégrant l'IDEA et l'interopérabilité à chaque étape, nous bâtirons un système plus résilient, plus juste et enfin à la hauteur des besoins de toute la population. Donc j'aimerais prendre maintenant le temps de vous sonder avant de vous revenir avec avec une période de questions. J'aimerais tenter le terrain pour voir si on ouvre l'échange tout de suite. Donc, je ne sais pas si on pouvait lancer le sondage. Merci. Donc, qui utilise des applications mobiles en santé mentale étant la première question. La deuxième question, lesquelles? Puis on discutera un petit peu par la suite avec vous et on prendra des questions. Donc, j'ouvrirai la période des questions. On mettra une petite musique de fond, le temps de vous sonder. Et juste me signaler si on a le résultat du sondage, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'adore cette efficacité. Euh, donc, qui utilise des applications mobiles en santé mentale? On a 13% pour moi-même, collègues 13% aussi, les proches 6%, connais pas mais intéressé, d'où votre présence. Merci beaucoup. Donc 44%. Et on a d'autres réponses dans le clavardage que j'irai voir. Et pour les applications, donc j'ai pas ici des réponses, mais j'irai voir donc le sondage, puis on discutera un petit peu sur votre expérience à utiliser les applications mobiles. Donc merci beaucoup. Je vais aller voir tout de suite dans le chat. Euh, j'ai pas vu grand-chose dans le chat. Euh, donc, pouvez-vous, si vous utilisez une application mobile, me signaler laquelle et quelle est son utilité pour l'usager, s'il vous plaît, dans le clavardage. Je vais partager aussi un autre écran tout à l'heure avec vous. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant avant de poursuivre? Je rappelle à nos participants donc, qu'ils peuvent poser des questions même oralement s'ils veulent. Il suffit juste de lever la main Oui. pour nous permettre donc
d'enlever la sourdine de votre micro. Donc, il y a Camille qui pose la question, avez-vous des exemples d'applications? Est-ce que vous considérez l'IA comme un outil? Excellente question. Comme j'ai expliqué, c'est basé sur des données probantes. Pour l'instant, ChatGPT est maintenant en mode santé mentale. Il y a ChatGPT pour santé mentale, qui est beaucoup plus sécuritaire que ce qu'il était avant. Ne pas prendre donc à la lettre ce qui est proposé par un robot, on s'entend là-dessus. Euh, la période d'entraînement de ChatGPT va prendre un peu plus de temps. Ce n'est pas un psychologue, ça c'est important de le signaler. Ça reste un outil avec lequel on peut interagir, euh, mais c'est je dirais, dans un seul sens où euh, on peut pas lui exprimer nos sentiments, la façon dont on se comporte aussi physiquement devant certaines réponses ou devant certaines questions. Le IA va peut-être nous poser quelques questions dépendamment de l'interaction qu'on a, dépendamment du contexte et le rôle qu'on lui a désigné. Donc, ce qui est important dans l'IA, c'est de dire quel rôle euh, ChatGPT est-ce qu'on va lui dire euh, tu es dans un rôle de psychologue euh, émérite. Voici le contexte de ma situation. Mais il faut être très très précis dans les questions et de ne pas les prendre vraiment à la lettre. Ça, c'est très important parce que ça reste un outil en développement. Il y a un excellent outil fait par Anxiété Canada qui s'appelle MindShift. Je vais essayer de vous copier euh, quelques liens tout à l'heure. MindShift est bien entendu un outil basé sur des données probantes pour réduire l'anxiété avec des exercices quotidiens, avec des outils qui ont été rodés, donc très efficaces. C'est un outil donc qui se trouve en anglais et en français dépendamment de votre téléphone. Donc s'il est en français, l'installation du logiciel va être en français. C'est pour Android et iPhone. C'est très efficace. Donc MindShift, je vais écrire le nom ici, puis je vais aller vous chercher le lien. Ça sera pas long. En fait, je l'avais, j'avais toute une liste et comme par hasard, je ne la vois plus. Donc, voilà, j'ai ça ici pour vous. C'est Mindshift CBT. C'est gratuit, bien entendu, et c'est suivi par un comité scientifique. Euh, voilà, si vous cherchez sur votre téléphone, euh, ça, ça doit être facile à trouver. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on développe certains aspects? Il y a une Oui, question sur le chat, Louis, je ne sais pas si tout tu à l'as vu, fait, tout à fait. de Normand. Bah, en fait, je l'ai mentionné tout à l'heure.
le, la confusion actuellement est justement euh, entre les outils développés par des entreprises privées comme ChatGPT et tout le reste, Copilot, Gemini, etc. Euh, Ça reste donc un risque de partager ces données avec une entreprise privée. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande dans notre stratégie de cybersanté mentale. Euh, donc, c'est toujours avec précaution et c'est toujours euh, c'est de prendre ça vraiment comme un outil entre deux euh, session avec un vrai psychologue, parce qu'il faut se le dire, ces outils-là sont en stade expérimental, ne sont pas des personnes et donc n'ont pas toutes les capacités d'un psychologue qui a fait ses études jusqu'à 6 ans de temps. Euh, donc, oui, tout à fait, par Mindshift. Donc, euh, c'est toute la différence entre des applications comme Mindshift qui font attention et qui stockent leurs données d'une façon sécuritaire et confidentielle, donc vos données ne sont partagées avec personne, et ChatGPT où on ne sait pas où nos données vont se ramasser finalement. Donc, je suis en train de lire d'autres questions. Avez-vous considéré les actions de redresser le digital divide? Euh, Nous, on n'est pas dans cette notion de digital divide. Ce qu'on veut aller, c'est d'une façon, encore une fois, à donner accès immédiatement à un soin, euh, plutôt que d'aller, c'est d'une façon un peu plus philosophique. Euh, Ok, une question encore très intéressante. Si quelqu'un a une bonne compréhension et awareness, donc les questions peuvent être pointues. Cependant, si la personne a peu d'habilité d'introspection, ChatGPT peut confirmer les fausses croyances que quelqu'un aurait. Avec toute réserve, encore une fois, j'aimerais pas qu'on parte d'ici avec l'intention d'aller sur ChatGPT santé mentale comme étant la solution. Ça fait pas partie des solutions actuellement parce que ça ne répond pas à tous les critères que j'ai énumérés. Donc, oui, est-ce qu'ils sont limités à Mindshift? Non, il y a d'autres applications. Il y a donc, je vais juste sortir mon téléphone parce que je l'utilise moi-même. C'est fait par l'Université de Montréal et c'est donc basé sur des données probantes. C'est Chilltime. Je vais donc vous Chilltime, un seul mot sur attendez, Chilltime. Je suis désolé parce que j'ai tout préparé puis là je le trouve plus. Ma toute belle liste, mais je vais faire ça donc à la fin de notre session ici, puis je vais vous copier-coller la liste dès que je la trouve. Donc, Chill Time, c'est fait par des scientifiques à l'Université de Montréal. Euh, c'est fait pour pour qu'on puisse justement se déstresser. Donc, c'est plus une application. Voilà, oui, merci beaucoup, euh, Adam, pour le lien. Donc, c'est vraiment le côté stress de notre vie. Et puis, de nous aider justement à trouver
dans la respiration, de la méditation, mais d'une façon très personnalisée, des façons de se déstresser. Euh, donc, voilà deux très bonnes applications. Euh, Donnez-moi 2 secondes, je vais vous trouver le lien que j'ai perdu et on va discuter des autres applications. Pendant ce temps-là, donc, je vous invite vraiment à poser d'autres questions. Donc, la cybersanté mentale implique la distance physique avec les personnes. Comment combler ce fossé pour éviter d'accentuer la solitude et l'isolement des personnes? Solitude et isolement qui peuvent aussi être à l'origine de troubles de santé mentale. Tout à fait. Donc, j'ai expliqué dans ce qu'on appelle les soins par palier, euh, c'est de pouvoir trouver immédiatement de l'aide. Ce n'est pas un remplacement d'aller voir une personne en vrai, donc en présentiel. Euh, je, je pense que on a déjà suivi ici, à travers les webinaires de la Société Santé en français, le 988, donc qui est aussi une ligne téléphonique, un site web, du clavardage pour demander de l'aide d'une psychothérapeute professionnelle en attendant de voir donc un psychologue ou quelqu'un d'autre en présentiel. Euh, c'est une excellente façon de désamorcer sa crise aussi. Le 988 est gratuit, confidentiel, 24 heures sur 24. Il y a plusieurs options. Vous demandez donc de parler à une euh, psychothérapeute professionnel parmi les choix, parce qu'il y a d'autres choix qui vous réfèrent à votre centre de crise le plus proche de chez vous. Donc, c'est par géolocalisation. Ce n'est pas la solution, surtout dans les provinces à l'extérieur du Québec, pour les francophones parce que vous allez donc vous ramasser à parler en anglais avec votre centre de crise le plus proche. Donc, je vous invite vraiment à appuyer sur l'option de parler à une psychothérapeute au lieu de vous référer au centre de crise. Donc, ça, c'est un exemple concret de ce qu'on appelle soins par palier en cybersanté mentale, c'est de trouver des solutions en attendant une aide en présentiel. Donc, en même temps, parler à quelqu'un, ça brise la solitude et l'isolement. On peut rappeler le 988 autant de fois qu'on le veut, jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Le seul bémol, je dirais, c'est de ne pas pouvoir parler à la même personne, vu qu'on n'a pas donc une psychothérapeute attitrée. Mais je, j'ai beaucoup d'exemples où ce service a désamorcé beaucoup de crises et a aidé à briser l'isolement d'une personne. Et à la fin, donc la personne s'est sentie appuyée, outillée aussi, parce qu'on peut vous envoyer à travers votre téléphone, si vous le souhaitez, par texto, des outils de référence aussi. Donc, ce sont des solutions en attendant de voir quelqu'un en présentiel. Ce ne sont pas des solutions de substitution, mais plutôt de complémentarité. Ouais. Donc là, j'ai la question, la pandémie a isolé plusieurs personnes, j'imagine, mais a également permis de développer des services en ligne. Oui, tout à fait. Euh, à l'époque, il y avait aussi un autre service pendant la pandémie qui s'est transformé en 988 et l'objectif de ça, c'est de donner l'accessibilité aux personnes qui se trouvent isolées dans des centres en fait, dans des régions rurales ou dans des endroits, des communautés euh,
de minorités linguistiques, là, comme on sait, nous, à travers le réseau de la SSF. Donc, c'est important de pouvoir demander des services en français. Euh, Louis, s'il te oui. plaît, il y a une question, je pense qu'on a sauté. C'est Ah, Monsieur Normand Glaude qui reprécisait qu'est-ce que le gouvernement canadien fait pour mieux encadrer le développement d'outils numériques IA en santé? d'accord, merci. En fait, à travers la Commission de la santé mentale du Canada, on a établi cette stratégie d'encadrement pour la santé mentale numérique. C'est un autre exemple concret de ce que le gouvernement canadien fait. Et on a aussi une évaluation des applications de santé mentale euh, numérique. Donc ça, c'est des actions concrètes faites par la Commission de la santé mentale du Canada, qui est financée par Santé Canada, donc par le gouvernement canadien. Est-ce que ça répond à la question? Alors, en attendant la réaction de Normand, il y a une dernière question par Madame Marcel Latapia qui dit Oui. certains outils seraient utiles pour des personnes qui n'ont malheureusement pas accès à la technologie, par Mhm. exemple en raison de leurs conditions socio-économiques et qui ont également un impact sur leur santé mentale. Existe-t-il des initiatives visant à faciliter cet accès pour les personnes dans ces situations? Madame Tapia précise qu'elle travaille dans le domaine de la santé et de l'IDEA, c'est pour ça qu'elle pose la question. Mhm. Euh, oui, je dirais que je vais revenir un petit peu euh, au 988, juste parce que ils ont fait beaucoup d'efforts d'embaucher des personnes aussi euh, de différents horizons et qui sont tu sais, de communautés marginalisées. Euh, je dirais que ce qu'on fait, c'est euh, dans l'évaluation des applications mobiles dont j'ai parlé, c'est très important euh, d'aller voir si, de un, c'est centré sur la personne, de deux, si ça prend en considération justement l'IDEA dans le traitement de l'outil même et si ça correspond. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que on va répondre aux besoins des communautés marginalisées, c'est de pouvoir évaluer les outils qui tiennent compte de ce facteur-là ou de cet aspect-là. Donc, que se passe-t-il dans les régions où l'Internet ne permet pas l'accès aux applications numériques ou aux sessions virtuelles? Tout à fait. En fait, il y a quelques centres où on peut avoir accès à un ordinateur pour pouvoir faire une session de télésanté. Donc, même si nous, on n'a pas une ligne téléphonique, ou en tout cas l'Internet est pas assez puissante, j'ai parlé de la bande passante, tout ça. Donc, il y a d'autres solutions où on peut trouver, surtout dans les pharmacies, des ordinateurs pour de la télésanté. Donc, moi, je vous suggère fortement, dans ce cas-là, c'est de vous adresser aux pharmacies, euh, soit qui se trouvent dans un autre grand rayon, ou une pharmacie dédiée, et de dire, est-ce que vous avez un ordinateur pour que je puisse prendre rendez-vous avec un médecin par ordinateur, donc d'utiliser l'aspect télésanté euh, pour justement, encore une fois, euh, se soigner le plus rapidement possible. On peut faire beaucoup de choses maintenant
à travers un écran parce qu'on a la caméra. Le médecin peut nous demander quelle position, comment se porter, tout ça. Puis ça, c'est très confidentiel, donc il faut personne dans la salle. C'est comme si l'ordinateur est notre médecin. Et donc, ça se passe vraiment entre deux personnes, et ça, c'est très important. Donc, il faut s'assurer que ce service-là est offert dans une salle confidentielle. Euh, Laissez-moi voir qu'est-ce que j'ai raté dans le chat. Merci pour vos questions parce que c'est ce qui anime concrètement ce que je vous ai signalé un peu d'une façon plus théorique. Euh, que se passe-t-il dans la région d'Internet? Ça, c'est bon. Le lien, cette politique du gouvernement du Canada, je vais vous envoyer des liens, ça c'est sûr. Lorsque je vais dans Mindshift et que je vais ouvrir document d'information, me sort qu'en anglais, sur moi, vraiment. Mais ça dépend si votre téléphone est en anglais, c'est sûr que l'application va être en anglais. Donc c'est vraiment le système linguistique de votre téléphone qui détermine dans quelle langue l'application va être installée. Est-ce que ça vous éclaire? Euh, Là, je parle vraiment des pharmacies un peu partout parce qu'une fois qu'on a un ordinateur, le rendez-vous va se faire avec un médecin en français. Si c'est ça que la question cherche à savoir. Comment accompagner de nouveaux arrivants dans nos communautés francophones ou situations minoritaires qui n'ont pas forcément la connaissance du système de santé et qui ont besoin de services en français? Ben, en fait, le réseau santé de la Société Santé en français est le meilleur endroit pour moi quand je vivais à l'extérieur, que ce soit dans des régions de l'Ontario ou en Colombie-Britannique ou ailleurs. Euh, je m'approchais de la fédération, je m'approchais du réseau santé, pour avoir des services en français, vraiment, c'est la seule et le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment on peut avoir des ressources et des outils en français. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour les nouveaux arrivants. C'est l'intégration, l'établissement. Donc, tout ça, c'est aussi l'immigration qui va aider aussi à outiller les nouveaux arrivants en français. Euh, Louis, nous avons une Oui, main levée de Madame Tapia. Donc, oui, nous avons activé votre micro. Vous pouvez poser votre question oralement. s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup pour votre présentation, très informative. Nous, par rapport aux pharmacies, je voudrais savoir quelles sont les pharmacies qui ont été déjà intégrées au système, parce que je pense pas seulement aux régions, disons, éloignées, mais aussi à des zones, par exemple, au centre-ville, à Ottawa, à Montréal, n'importe où il y a des personnes ayant des comorbidités, y compris des problèmes de santé mentale, Mhm. qui n'ont pas accès vraiment à l'Internet. Donc, je voudrais savoir s'il y a déjà une entente qui couvre la plupart des pharmacies et même d'autres organismes qui travaillent avec ces populations en particulier. Je pense par exemple aux populations en ce moment euh, qui, euh, euh, qui consomment des drogues et qui ont aussi des problèmes de santé mentale. Hmm. Excellente question. J'ai pas une réponse immédiate, mais je peux me renseigner et vous envoyer un lien qui peut vous aider à démystifier tout ça. Mais normalement, quand on est surtout dans des régions comme la capitale nationale ou ailleurs, moi, je m'adresserais vraiment à mon pharmacien ou pharmacienne, à savoir parce que bon, eux appartiennent à un ordre professionnel, ils ont peu de l'information qu'ils reçoivent.
par fax parfois, pour vous dire à quel point le fax est important dans les pharmacies. Donc, pour moi, ce serait vraiment mon premier réflexe, c'est d'aller vers une pharmacie pour demander tout ça. Ok, merci. Je vous en prie. Et je vais vous chercher un lien un peu plus concluant. Merci. Je vous en prie. D'autres questions dans le chat, Louis? Oui. Alors, Madame Rose Frances qui dit merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir comment les solutions numériques en santé mentale sont intégrées au plan du ministère de la Santé pour la santé mentale ainsi que le Centre d'excellence pour la santé mentale. Est-ce que vous parlez de quelle province? Rose, si vous préférez Oui, poser votre s'il vous question plaît, oralement, il y précisez a pas de souci. que Je peux vous donner la vous êtes parole. dans quelle province, Rose? Je suis en Ontario. Ontario. Allô? D'accord. Oui, 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 je vous entends bien. OK, merci. Merci pour la présentation. Je suis en Oui. Ontario. Je OK. travaille au Centre de planification des services de santé en français. Hmm. Et actuellement, on travaille sur un plan opérationnel découlant de notre plan pluriannuel et on a mis en place un comité de santé mentale pour planifier la santé mentale au niveau provincial et s'assurer de l'équité en santé mentale et tout le reste. Donc, j'aimerais savoir par rapport aux solutions numériques, quel arrimage a été fait avec Santé Ontario, le ministère de la Santé et le Centre d'excellence? Est-ce que c'est en lien? Oui, bah, je l'espère. J'ai un exemple à vous donner. Il n'est pas à l'extérieur du Québec, malheureusement, parce que dans mon travail, je fais affaire avec le Québec et je sais et j'espère que les autres provinces suivent. Je sais que euh, d'autres provinces l'ont fait, comme ce que je vais vous expliquer. C'est que Mhm. à partir de cette stratégie nationale de la Commission de la santé mentale du Canada, nous, notre objectif, c'est que chaque province l'adapte pour ses besoins, ses enjeux. Et donc, c'est ce qui a été fait. Donc, concrètement, on a envoyé donc systématiquement à tous les ministères de santé par province notre stratégie nationale en cybersanté mentale. Donc, à partir de ce moment-là, le ministère ou un secteur dans le ministère va regarder cette stratégie que je vous ai présentée, va l'adapter à ses besoins et ses enjeux, et par la suite, donc, ça va faire partie, comme vous dites, d'une stratégie provinciale intégrée à une plus grande stratégie sur la santé tout court. Donc, ça fait partie de ce processus que nous, on espère que chaque province et territoire va y répondre parce que justement, ce qui est non négligeable pour les régions rurales, c'est les soins par palier. C'est très important. Je vous ai démontré plusieurs fois comment ça marche. Euh, c'est de désamorcer immédiatement une crise de santé mentale. Ça se fait comment? Ça se fait en appelant le 988, ça se fait en allant voir son pharmacien parfois, de parler à quelqu'un, son entourage, de pas juste être fataliste avec une liste d'attente de voir un psychologue. Euh, Si on est un peu plus chanceux, il y a donc des assurances privées qui couvrent la télémédecine comme Dialogue, qui est très efficace, qui est immédiate ou presque. On attend 15-20 minutes pour voir un médecin. Mais encore une fois, c'est des outils, divers outils, dépendamment de où est-ce qu'on se situe dans cette offre de service. Parfois, on a plus de chance parce on est plus outillé, on a des assurances privées, etc. Parfois, non, mais le non, c'est pas, encore une fois, une réponse. Si on n'a pas de l'assurance privée,
On appelle le 988, on s'outille. C'est beaucoup d'outillage, c'est beaucoup d'écoute, c'est non négligeable et on demande de voir un médecin. À ce moment-là, on attend un petit peu, on rappelle le 988, on va chez son pharmacien, on discute. Le principal de désamorcer une situation en santé mentale, c'est de parler à quelqu'un de ce qu'on ressent. Si on a des amis, si on a quelqu'un à qui on a confiance et on peut donc raconter ce qui se passe. Parfois, ça peut être un collègue au travail. Euh, on peut, tu sais, on peut aller manger ensemble, faire quelque chose et là, parler de notre situation. Ça, c'est vraiment la base de désamorcer une situation en santé mentale. Est-ce que ça va, Rose? Oui, très, très, très bien. Merci beaucoup. Je suis Bon, édifiée. ok. Merci Rose pour cette question. Alors, une autre question, toujours de Monsieur Normand Glaude, qui nous dit que le domaine de la santé mentale est vaste et diversifié en termes de problèmes de continuum de soins. Y Oui. a-t-il des études ou des données qui guident les priorités en santé mentale numérique au Canada? Est-ce qu'il y a des tendances particulières? C'est un peu tôt pour répondre à cette question parce que, comme je dis, l'adaptation se fait au fur et à mesure par province parce que c'est les provinces qui ont donc qui chapeautent ces services de santé. Euh, et donc, ce que le gouvernement, moi je suis pas un représentant du gouvernement parce que la Commission de la santé mentale du Canada est un organisme de charité et à but non lucratif. On est financé par Santé Canada, mais on n'est pas le gouvernement. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre directement à ce que le gouvernement canadien fait si je suis pas au courant de leurs coulisses. Mais je peux vous dire que le 988, encore une fois, je reviens là-dessus parce que personne ou presque n'est au courant de ce service qui est indispensable et sous-utilisé. Donc, il n'y a pas vraiment d'attente ou très peu d'attente pour accéder à un service. C'est la réponse du gouvernement ou une des réponses en tout cas. Je ne vais pas parler à leur place, mais c'en est un, effectivement. Il me semble que nous n'avons plus vraiment de questions dans le chat. Je vais vous partager un écran, j'ai trouvé le lien. C'était pas évident de Ouais. regarder le chat et la liste introuvable que je viens de trouver, donc ça sera pas long. En attendant, Euh, Louis, on a oui. quand même une autre question qui vient de surgir de Madame Tapia. Est-ce qu'on prévoit une campagne de promotion pour ces services? Très bonne question. La promotion reste vraiment malheureusement l'enfant pauvre d'un budget. Euh, on fait ce genre-là de webinaire pour les promouvoir, donc je suggère vraiment d'être un peu à l'affût comme vous venez de le faire. Euh, J'en parle le plus possible. Et donc, je sais pas quoi vous répondre d'autre. On essaye, nous, avec justement la Société Santé en français et la Commission d'amorcer une campagne. Donc, restez à l'affût. Ça s'en vient. Donc, c'est une initiative de groupe, euh, de, de, euh, le groupe de promotion santé mentale qu'on a en commun avec la Société Santé en français et la Commission. Donc, on travaille là-dessus. On est plusieurs représentants de la francophonie hors Québec qui se rencontrent au moins 4 fois par année pour justement faire avancer certains projets. Donc, c'en est un et ça s'en vient. Donc, merci pour la question. Effectivement, les provinces ne sont pas promouvoir le 988 parce que c'est un budget qui est censé être dans le fédéral.
Donc, il faut réclamer une promotion du 988 auprès du fédéral. Si vous voulez, peut-être qu'on discute un petit peu du lien que je vous ai envoyé. C'est donc ce qui fait partie de cette stratégie nationale de cybersanté mentale, c'est le cadre d'évaluation des applications en santé mentale. Et là, vous allez trouver donc quelques euh, applications complémentaires. Donc, je pense que ça faisait partie un peu des questions que j'ai vues dans le chat. Que ce soit la santé mentale des jeunes autochtones, l'application Be Safe, Enfin Libre, euh, Breather, qui est peut-être la plus connue. Donc, il y a quelques applications que je vous invite à tester par vous-même parce que chaque application a sa raison d'être et euh, c'est sa propre navigation. Donc, il faut voir si la navigation nous convient également. Donc là, vous allez trouver vraiment une belle liste d'applications mobiles qui ont répondu à tous les critères que je vous ai énumérés. Données probantes, confidentialité des données, donc et gratuite normalement. Donc, il faut pas payer pour une application mobile, sinon c'est une entreprise privée qui fait ça. Donc, voilà, c'est de quoi vraiment alimenter votre après-midi en testant ces différentes applications dépendamment de vos besoins ou des besoins de votre entourage. Donc, il y a vraiment une belle liste ici. Ce n'est que le début, donc je vous recommande fortement de garder ce lien dans vos favoris et d'y revenir pour une mise à jour de certaines applications. Il y a aussi quelques liens sur lesquels vous pouvez cliquer, mais c'est déjà ça c'est beaucoup de temps à voir si ces applications correspondent à nos besoins. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs questions, je pense. On a fait le tour, je pense, des questions, Oui. notamment, bon, juste celle qui demandait donc l'enregistrement du webinaire, comme je l'ai spécifié en début de séance, qui sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site de la SSF. Je m'aperçois aussi que normalement, j'ai l'habitude de couper ma vidéo pour mettre l'emphase sur nos invités, et que là, du coup, je ne me suis pas donc rendu compte que je m'étais rendu invisible. Donc, ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de votre présence et merci à notre invité, donc Louis Moubarak de la Commission de la santé mentale du Canada. Le sujet a suscité effectivement beaucoup d'intérêt. On a pu quand même le voir. La cybersanté mentale reste quand même un sujet de préoccupation majeure. Merci Louis pour toutes ces ressources et pour le rappel aussi pour le 988 qui effectivement est une ligne qui gagnerait à être connue davantage. Mhm. Et plus que jamais, rappelez aussi que ChatGPT n'est pas un psychologue, Non, ni, pas, ni un pas professionnel de la vraiment. santé mentale. C'est un complément et je voulais vraiment pas vous donner beaucoup c'est de théorie. Je voulais vraiment qu'on en discute. Je voulais vraiment répondre à vos questions. Donc, si vous voulez approfondir vos notions dans la stratégie, je vais aussi vous copier le lien. Ça sera pas très long. Merci beaucoup. Merci tout le monde et à bientôt. Donc, il y a un prochain webinaire qui s'en vient. C'est une période assez chargée. Donc, restez encore à l'écoute avec nous et à bientôt pour un prochain webinaire de la Société Santé en français. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci bien.